On vient de Briançon, on est un gros établissement, on a ouvert en 2019. On a quasiment 1000 mètres carrés d'établissement, on est une douzaine d'employés. Enfin, en fait, on est 12. On a un budget dont je ne vous parlerai pas. Et du coup, voilà, on va essayer d'être concise parce qu'on est 3 à prendre la parole. Donc Carole va commencer. Carole Métivier, elle est responsable du secteur jeunesse. Elle s'occupe des tout petits, mais ça va jusqu'aux 7 ans. Donc comme c'était 6, on en a profité pour grappiller un petit peu de parole. Marianne va vous présenter des actions pour les un peu plus grands, les 9-12 ans. Et moi, je finirai sur les ados. Du coup, s'il n'y a plus de temps, c'est pas grave. Je couperai les ados. On s'en fiche, de toute façon, il n'y en a pas dans les médiathèques. On fait donc tous les 2 ans un temps fort pour les tout petits, et pour nous c'est important, c'est pour sensibiliser les enfants pour donner le goût à la lecture et aux livres. Donc ça commence pour nous à partir des 0-3 ans. Donc on fait un temps fort tout petit où on propose donc une conférence, une journée professionnelle avec conférences et ateliers. Voilà. Et après, pendant ce mois tout fort, tout petit, on reçoit donc une exposition et on essaye de faire venir l'auteur qui est invité. Voilà. Donc cette année, on a fait autour de Anne Crae, qui était autrice de belge, mais malheureusement, évidemment, la Belgique est un peu loin, donc on n'a pas pu la faire venir cette fois-ci. Voilà. Et on a fait donc une exposition qui venait de l'Imagier Vagabond. Et donc là, l'année où il n'y a pas le temps fort des tout petits pour les 0-3 ans, nous faisons un temps jeunesse qui concerne plutôt les enfants à partir de 4 à 7 ans à peu près. Et donc là, cette année, en 2024, nous avons reçu l'auteur Delphine Bournet, qui habite Marseille. Voilà, donc elle est venue une journée où elle a accueilli donc une classe, et également on a fait des ateliers publics pour les enfants. Donc là, vous pouvez voir, elle explique un petit peu son travail d'illustratrice. Elle est autrice et illustratrice, et donc elle explique un petit peu voilà, c'est comment elle construisait son livre, ses illustrations, les techniques d'illustration. Et on peut voir donc à côté, vous avez donc un atelier où les enfants ont pu s'inspirer de l'œuvre de Delphine Bournet sur ses instructions. Et également, l'intérêt, c'est aussi de lire ses livres. Voilà. C'est l'importance de faire venir un auteur, c'est ça, c'est que l'auteur puisse lire son livre. Voilà. Est-ce que tu veux parler un petit peu du prix des Incos ? Oui, alors moi j'ai lancé le prix des Incorruptibles pour les maternelles, et Marianne était très intéressée. Elle a repris donc on va dire le cycle des CM1, CM2, et donc cette année elle va lancer le prix des Incorruptibles avec ce niveau de classe. Donc on va voir ce que ça donne. À savoir que moi, pour les maternelles, ça se passe très très bien. J'ai quand même 5 classes de maternelle qui participent. Et toutes les classes participent au concours d'illustration, et je vous avoue que c'est un franc succès, car ça ne concerne pas trop les 6-7 ans, mais j'espère qu'après ça va devenir des lecteurs et des passionnés de la médiathèque. Nous avons eu quand même 4 gagnants en maternelle au niveau national sur les 12 sélectionnés. Voilà, donc j'en étais plutôt assez fière. Voilà, donc on pense que effectivement le fait de faire venir les enfants le plus tôt possible, ça va les fidéliser à la médiathèque, et de leur donner le plus possible le goût de la lecture, du livre, de l'objet, le support livre. Et donc avec ces actions avec les écoles, on espère de fidéliser quand même le maximum d'enfants. Voilà. Okay. Je peux peut-être juste rajouter quelque chose sur le prix des Incorruptibles, puisque cette année, moi j'ai pas de recul, comme là je vais lancer cette année avec les CM1, CM2, c'est juste que j'ai déjà des institutrices, donc j'aurai 3 classes normalement cette année. CM1, non, j'ai même des CE2.
CE2, CM1, CM2, et plusieurs institutrices m'ont déjà parlé des problèmes de lecture chez des enfants qui n'arrivent pas encore très bien à lire. Du coup, on va mettre en place, je vais essayer dans le cadre des accueils scolaires, des séances un peu d'accompagnement pour pas simplement donner goût à la lecture, mais aussi en discuter en amont avec les profs, parce que c'est important qu'on se mette d'accord sur ce qu'on peut mettre en place et imaginer un accompagnement. Après, c'est une séance dans le trimestre, donc on ne va pas pouvoir faire des choses très, très creusées, mais en tout cas, c'est impulser quelque chose qui peut leur donner envie avec à la fin un vote. Je pense qu'en tout cas, chez Carole, ça marche hyper bien, donc j'espère qu'il y aura le même engouement pour les cycles 3. Voilà. Du coup, j'enchaîne. Je sais qu'on est pressé parce que je dois laisser la parole à Julie. Ouais. J'enchaîne juste sur une action. Donc là, c'est une action ponctuelle qui a eu lieu cette année. On a accueilli la compagnie L'Air de Dire en mai 2025. Qui a été je trouve un véritable succès. En fait, on a fait appel, donc on a un budget action culturelle, mais ce projet-là était en grosse partie subventionné par la DRAC. Donc on a eu la chance de faire venir cette petite compagnie composée donc, de Claire Pantel, qui est conteuse, et Hélène Arnaud, qui est metteur en scène, pour La Factrice et son écriteur ambulant. Qui était un projet, je trouve, très complet, en fait, mélangeant atelier d'écriture, atelier d'expression, jeu de papier, théâtre de papier, construction, etc. Donc, il a fallu qu'on choisisse seulement 2 classes, puisque projet un peu hors norme, c'était 4 jours, donc 6 séances de 2 heures par classe. Donc on n'a pas l'habitude forcément d'accueillir des projets aussi longs. Donc on a 2 classes, CM1, CM2, donc un total d'environ 50 élèves qui ont participé au projet. Donc on avait le point de départ, en fait, c'était un conte tiré d'un roman, donc j'ai complètement oublié le titre. Mais ça se passe quelque part en France, sous l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de La Factrice, et un groupe de résistants se crée au sein de la communauté qui doivent communiquer par courrier et par message codé. Donc ça, c'était le point de départ pour les enfants. Et après, chacun devait créer son personnage fictif avec sa carte d'identité, donc le nom, le prénom, trouver un âge, trouver une profession comme rockstar, une activité et lui trouver une adresse. Et de là, il y avait tout c'était très presque normé, on va dire, avec vraiment une logique des exercices d'orthographe et de grammaire, mais tout en s'amusant, puisque là, c'était vraiment de l'expression écrite, et il y avait aussi la création de leur fameux message secret. Donc il y a eu des choses très drôles, et ils avaient vraiment l'obligation d'avoir un sujet, un nom, un verbe, un complément d'objet, complément de lieu, de temps, etc. Et aussi la création de nos valises. Donc finalement, chacun a créé sa petite carte d'identité correspondant à son personnage, et après, une fois que le personnage était créé, il fallait lui envoyer un courrier. Donc ils ont aussi créé leur propre carte postale. Donc ça, c'était plus pour l'atelier pratique, avec tout un tas de matériel qui avait été ramené par la compagnie, création donc apprentissage de la gouache, du pinceau, jouer avec une trace, etc., et pliage de papier pour la fabrication des maisons. Donc après, il y a eu cet atelier d'écriture avec une correspondance, donc sachant que les enfants devaient écrire au personnage fictif qu'ils avaient créé. Et ensuite, trouver, donc, après ils avaient la possibilité de lire leur courrier, et après évidemment il a fallu créer le village, donc à partir d'une carte des Hautes-Alpes, avec des noms de villages, donc c'était un mixte de différents noms de villages, les tracés qu'ils avaient eux-mêmes créés, et les maisons avec leurs voisins, leurs numéros, etc. Donc finalement c'était donc ça donnait
voilà, je vais très vite, mais voilà, ça donnait ça, on va dire, c'était l'objet final, la création du village. Mais finalement, les enfants, ils ont fait, tout en s'amusant, ils ont fait des maths, ils ont fait de la géo, ils ont fait du dessin. Ils ont fait des petits débats aussi critiques, puisque le point de départ, c'était la France, mais ils n'ont encore pas abordé la Seconde Guerre mondiale. Ils en ont tous entendu parler, ça éveille des choses chez eux. Qu'est-ce que c'est les préjugés, qu'est-ce que c'est la discrimination. Donc voilà, en fait, au final, c'était assez complet avec 2 intervenantes vraiment extra et 2 corps de métier aussi différents qui ont su vraiment exploiter leur savoir-faire avec ces niveaux-là. Donc c'est un projet itinérant et normalement, alors nous on n'a pas pu, je crois, faute de budget, mais il y a un spectacle en fait qui vient clôturer toute cette semaine d'atelier. Voilà, pour la partie cycle 3, je ne vous présente qu'une seule action puisque j'ai faute de temps. Mais voilà, du coup, c'est pas quelque chose qui aura lieu l'an prochain. Voilà, c'était juste une fois, mais en tout cas, il y a eu des excellents retours, et notamment des professeurs qui disaient que pédagogiquement, elles avaient beaucoup appris. Voilà. Julie, je te passe la parole pour... Ouais. Donc, je suis un peu privilégiée dans le sens où je fais que ça dans mon établissement, m'occuper des ados. Je suis responsable du pôle ado, dans lequel il n'y a que moi. Donc, je m'occupe de moi et des adolescents. Et je suis crevée, franchement. Donc, un peu les ados, qui y sont, où est-ce qu'ils sont, et que nous veulent-ils ? Non, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter ? Donc, un peu l'identité ado, c'est compliqué à saisir. Donc, j'ai mis 12-25 ans, mais on va dire 12-15 pour notre journée. Pour moi, c'est un public qui est en recherche d'affirmation de soi. Ils sont touchés par les grandes causes. Ils peuvent être extravertis et renfermés. Franchement, un ado, ça peut être tout et son contraire. Donc, c'est un petit peu difficile à saisir comme identité. Mais par contre, un ado, il n'a pas besoin de nous. Voilà, je veux poser les cadres. Un ado, il n'a pas besoin de nous. Des fois, on est là, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Non, mais rien, en fait, les gars. Genre, foutez-leur la paix aux ados. Et il n'y a que ça que vous pouvez leur apporter. Et les filles, tout à l'heure, on dit, nous, on a juste offert un endroit et un moment. Et c'est vrai, en fait. Donc, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Il n'a besoin de rien sauf de grandir. C'est mon côté un petit peu poésie. Mais retenez, un ado... il a besoin de rien, en fait. Nous, on est juste là, on gravite autour et puis on essaye de rentrer dans son monde. Et quand on connaît la K-pop, c'est vachement bien, mais quand on n'y connaît rien... Voilà. Donc, allez les chercher, leur casser les pieds. Ça va, vous voyez ? Tu veux que je me mette de l'autre côté ? Donc, allez les chercher, effectivement, l'ado sauvage se balade dans les contrées. Il faut y aller, hein, donc, dans les collèges et les lycées, dans les sources d'ados, dans les missions locales, dans les quartiers, dans les foyers d'accueil, aux écoles de la deuxième chance, et puis sur place, en fait, ou quand on les croise. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que ma plus grande force, c'est que je me fais reconnaître, en fait, des ados. Encore une fois, dans la démarche où je ne vais pas les chercher, juste, je veux qu'eux, ils sachent qui moi je suis. Donc pour ça, je parle très fort, je rigole hyper fort. Non, mais au moins qu'ils puissent mettre un visage sur une personne référente. Donc effectivement, aller dans les établissements scolaires, sans rien forcément leur faire, mais juste leur dire, voilà, moi je suis responsable ado, je suis pas responsable de vous, néanmoins si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, pas de jugement, pas de rien, juste ils savent qui on est. Et à force de nous voir, on va devenir un visage commun et ok, et là peut-être que l'ado aura un peu moins peur de s'approcher de la bibliothécaire. Alors, pour ça, moi j'ai quand même fait des trucs avec eux. Je me suis pas juste montrée. Donc en arrivant dans l'établissement en 2019, je venais du monde du journalisme, et donc du coup, tout facilement, je suis allée vers un truc que je connaissais moi. Donc j'ai créé le journal du lycée avec des ados. Donc c'était pas en public captif, juste je suis allée au lycée, j'ai mis des petites affichettes mal faites sur Canva un peu partout. Et j'ai offert un endroit et un moment, et je leur ai dit venez si vous voulez, on fait un journal. Et il y en a plein qui sont venus et il y en a qui sont pas restés. Je redis un petit peu ce qui a été dit avant,
Mais du coup, pas d'obligation. Un ado, c'est hyper occupé. Genre, un ado, ça n'a pas le temps. Ça a genre 3 fois rugby en une après-midi, rugby danse classique, chant lyrique. Enfin, vraiment, il faut pas trop leur en demander. Donc effectivement, si on leur met tout de suite une notion d'obligation, c'est terrible. Par contre, on leur oblige rien. Mais il faut leur offrir un résultat rapide. Moi, quand j'ai fait le journal du lycée avec eux, j'ai fait en sorte qu'il y ait un vrai journal papier qui sorte le plus rapidement possible. L'ado, il marche à la carotte. C'est-à-dire qu'il va avoir envie de faire parce qu'il voit qu'il y a un truc trop bien qui a été fait et il veut en être. Du coup, si on fait un projet avec eux, il faut qu'il y ait un résultat. Je suis pas mère gourou des ados. Hein. C'est juste, je vous dis ce que moi, je mets en place. Quand je fais quelque chose avec eux, je fais en sorte qu'il y ait un résultat très, très rapide pour qu'ils aient la satisfaction et qu'ils se sentent valorisés par ce résultat-là. Et à ce moment-là, ils reviennent. Avec le journal, non seulement j'ai fait en sorte qu'il y en ait qui sortent rapidement, mais en plus, je les ai inscrits à plein de concours. Bon, il s'avère que c'était des super ados et on a gagné tous les concours. Mais du coup, c'est bête, mais ça fonctionne. Ils veulent revenir, en fait. Ils veulent revenir, il y en a d'autres qui veulent en être, voilà. Donc voilà, des sujets qui les touchent. Ça, c'est un tweet d'une nana que je me souviens plus qui c'est. Je pense que c'est une personne du Clémy qui a dit que c'était chouette parce qu'il y avait une enquête, peut-être qu'il y avait une morgue sous le lycée. Alors voilà, moi dans l'éducation aux médias et à l'information, je les mets aussi en posture de vrais journalistes. Donc ils vont faire des trucs pas trop autorisés, genre demander à visiter les sous-sols du lycée. Ça a marché. Interroger le maire, ça a marché aussi. Voilà. Bon, ça, c'est une mise en page. Il faut que ce soit beau. Hein. C'est clair que s'il y a un résultat très rapide, vaut mieux que ce soit un résultat qui plaise à l'ado. Et l'ado, il aime bien les trucs beaux. Enfin, moi aussi, j'aime bien les paillettes, mais je suis très proche de l'ado. Mais voilà, quelque chose de beau, de bien fait. Donc, pas hésiter à soi-même mettre la main à la pâte. Là, clairement, c'est pas un ado qui a fait la mise en page. J'ai demandé à une graphiste professionnelle qui était en stage à la médiathèque de faire la mise en page, mais en fait tout est bon pour valoriser le travail des ados. C'est eux qui ont écrit les articles et en fait ils ont mis leur cœur à écrire un article. Et moi je vais faire en sorte que ça sorte et que ce soit canon et qu'ils soient hyper fiers de le montrer à leur famille, à leurs potes. Voilà, ça fait que ça revient. Bon, ça revient, mais au bout d'un moment j'en ai eu marre de faire le journal du lycée. Du coup je suis passée à un autre atelier d'écriture. Les ateliers d'écriture créative, bon vous les connaissez, vous en connaissez tous. Moi, par contre, encore une fois, ce que j'ai fait sur quoi j'ai misé, c'est la valorisation de leur travail. Donc, on a organisé une énorme soirée de lecture à voix haute où il y avait plein de gens qui sont venus. J'ai fait venir un comédien pour coacher les ados à lire leurs textes, à l'offrir à un public. J'ai fait éditer un recueil avec une fille à moitié nue sur la couverture. Un recueil qui s'appelait Cratère numéro 3653. On a édité 200. C'est un budget, mais c'est pas un budget faramineux. Et en fait, l'ado derrière, il a quelque chose à montrer. Il est trop content d'être venu aux ateliers d'écriture et de se retrouver avec un recueil hyper canon. La couverture, c'est une illustratrice qui s'appelle Adoli Day. C'est une nana que je suis sur les réseaux et je lui ai demandé si on pouvait utiliser son travail. Elle a dit ok, c'était gratos. Néanmoins, encore une fois, c'est beau et l'ado, ça lui plaît. Je vais faire juste une petite pause. Peut-être que vous ne voyez pas le rapport entre le plaisir lecture et ce que je suis en train de vous présenter. Moi, je ne pense pas que ce soit obligé déjà de lire. Voilà, désolé. Je ne suis pas sûre que ce soit obligé de prendre plaisir à la lecture. Néanmoins, je pense que l'ado, on peut lui donner goût à ce qui gravite autour de la lecture. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie de lire, on ne va pas le forcer. S'il n'a pas envie de lire, on ne va pas lui mettre un bouquin. Moi, j'ai un gros fond ado et j'ai des ados qui sont des gros lecteurs et j'y suis pour rien. Et c'est juste eux, c'est des gros lecteurs. Et il y en a d'autres qui n'ont pas envie. Et en fait, je ne vais pas leur forcer. Ils savent que les bouquins, ils sont là. Il y a des bouquins de toute taille, il y a des bouquins de tout sujet, il y a des bouquins trash, il y a des bouquins... Ils savent. Par contre, moi, ce que je peux leur donner goût, c'est à la culture de l'objet livre, à la calligraphie, à l'écriture, au journal, à créer ce genre de choses. Voilà. Donc, le plaisir lecture, ce matin, c'était hyper intéressant ce qu'elle a dit, la sociologue dont j'ai oublié le nom. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Par contre, on peut essayer de faire des choses autour
Et voilà. C'est comme les enfants qui n'aiment pas les légumes. On ne va pas leur forcer de manger des légumes. Par contre, on peut leur proposer des trucs avec un petit peu d'accompagnement courgette. Oui, bon, je ne suis pas très forte en comparaison. Et le dernier projet que je vais vous présenter, il reste 5 minutes. J'ai l'impression de courir un marathon hyper vite. L'année dernière, j'ai fait un projet de cartographie imaginaire avec une classe. Donc, c'était la première fois que je travaillais avec un public captif. Et j'avoue, c'est hyper pratique. On n'a pas besoin d'aller chercher, ils sont trop contents. C'est un projet que j'ai travaillé pendant très longtemps. Le but du jeu, c'était de leur introduire les codes de la littérature fantasy pour qu'ils reproduisent l'imaginaire de la littérature fantasy sur le territoire du Briançonnais. Là, encore une fois, je les ai pas du tout forcés à lire. Bon, leur prof les a fait lire Bilbo le Hobbit. Mais le but du jeu, c'était de les familiariser avec l'environnement de la littérature fantasy, avec le merveilleux. C'est de la littérature. Juste je leur dis pas, bah tiens, lis Tolkien. Déjà, Tolkien, c'est chiant. Et juste, par contre, bah, c'est quelque chose qui va rester dans leur tête. Et un jour, s'ils ont envie de se mettre à la littérature, à la lecture, ils vont peut-être se dire « Hey, la fantaisie, c'est pas mal. » Moi, je me souviens, une année, j'ai foutu un dragon dans le puits de la vieille ville de Briançon avec une bibliothécaire un peu rock'n'roll. Et c'était vachement bien. Donc ça, c'est la carte définitive. Vous voyez ici Briançon, la vieille ville de Briançon. On est allé chercher une vieille carte dans les archives, prétexte pour les emmener dans les archives. Et tout autour, c'est des imaginations des jeunes. Donc là, on a un bonhomme de neige enflammé. Ah, vous voyez plus? Du coup, tout autour, il y a les imaginations des jeunes. Il y a aussi certaines créatures fantastiques du folklore local briançonnais, parce que j'ai fait intervenir un conteur. Donc pareil, c'est pas de la lecture, mais finalement, ils ont écouté des contes alors que c'est des jeunes de 5e et ils étaient à fond et c'était trop cool. Et voilà, donc ça a duré 1 an. J'ai même réussi à trouver une cartographe. Briançon, c'est vraiment un territoire plein de ressources. Et voilà. Donc, moi, je leur ai fait aussi des ateliers d'écriture. J'en ai fait 4 toute l'année, en leur faisant faire une quête fantastique. Ils ont quasiment écrit une nouvelle sans s'en rendre compte. Bien entendu, j'ai fait un recueil après, avec tous ces petits textes de tous ces jeunes. Et toujours dans la logique de faire... Voilà. Ça, c'est juste... ça, c'est pour vous montrer qu'ils ont vraiment écrit, je vous assure. Et là, c'est quand ils sont allés voir les vieilles cartes des archives, c'était trop cool. J'ai fait venir aussi une animatrice radio, parce que ça garde une trace, parce qu'ils peuvent faire écouter leur émission de radio, leurs histoires fantasy qu'ils ont dit à la radio à leurs parents. Encore toujours dans l'idée de valoriser ce qu'ils peuvent faire, qui ils sont, et franchement, ça marche du tonnerre. Et une soirée de restitution au tout public, donc comme pour les ateliers d'écriture. Ça, c'est un échantillon. Ils étaient plein, les ados. Avec leurs cartes, qu'on a imprimées en grand, avec une conférence sur la cartographie des fabulateurs, avec les maîtresses. Enfin, voilà. Donc, vraiment, ce projet, ça leur a donné goût à la fantaisie, sans forcément leur donner le plaisir de la lecture. Mais en tout cas, maintenant, ils savent ce que c'est que la fantaisie. Ils savent quelle est la différence entre la fantaisie, le fantastique et la science-fiction. Et maintenant, j'ai des ados qui reviennent à mes ateliers d'écriture créative classiques. J'en fais tous les mois. Et du coup, il y en a qui sont revenus. Il y en a plein qui sont revenus à la médiathèque. Bon, au début, c'était pour foutre le bordel. Mais ils sont venus quand même. Voilà, ils ont identifié l'établissement. Ils m'ont identifié moi. Et pour moi, c'est vraiment un truc hyper réussi. Je crois que c'est la fin. Et je suis pile à l'heure.